Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'interviews où nous partons à la rencontre d'entrepreneurs à succès, mais d'entrepreneurs qui ont une particularité, c'est qu'ils sont hypersensibles et qu'ils ont fait de leur hypersensibilité, je du mal à le dire, une force et un atout. Alors, vous pouvez retrouver d'autres interviews de ce type sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas pour plus d'interactivité à vous abonner, liker, commenter, poser des questions, ça nous fera plaisir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David et son chat, mais surtout David qui va parler, je pense. Yes, c'est moi. Donc, bonjour Si j'avais David. un chat qui parle, je vous le présenterai avec grand plaisir. Sinon, là, c'est Luna. Elle fait sa petite star. Et il y a Artemis, peut-être, qui va venir dans le décor aussi. Bon, on l'accueillera avec plaisir. Alors David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour de savoir, pour bien te connaître? Mais écoute, déjà, merci pour la proposition et l'opportunité de co-créer de la valeur. Parce que je pense que c'est vraiment un des fondamentaux pour que l'humanité aille mieux, c'est de créer de la valeur et pourquoi pas co-créer de la valeur comme on le fait aujourd'hui. Donc, je m'appelle David Valls-Imaginant et j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs qui le souhaitent à vivre épanoui au travail et dans la vie et à créer ce que j'appelle un business bonheur, c'est-à-dire un business qui apporte joie, liberté et revenus au quotidien. Parce que dans business bonheur, il y a business et bonheur. Donc un business se doit de tourner, doit être rentable et générer des profits. Et en même temps, doit aussi, d'après moi, contribuer à notre vie privée et contribuer au monde. C'est pour ça que j'ai associé en fait ces deux notions de business et de bonheur. Et donc j'ai écrit un livre qui s'intitule Mets du bonheur dans ton business, notamment en tout cas pour l'Académie Business Bonheur. C'est ce livre-là que j'ai écrit. Et j'y partage la méthode en 3 étapes pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant. Voilà, on pourra en parler avec grand plaisir. Et c'est vrai que j'ai du coup accepté cette interview pour parler d'hypersensibilité parce que j'ai découvert il y a quelques années ce profil que j'avais avec notamment aussi d'autres profils dont on pourra parler, donc HP au potentiel, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup appeler ce type de personne profil atypique. Et j'ai découvert dernièrement une interview d'une personne qui partage, qui donne le nom de autre pensant, là où la majorité des personnes proposent, en tout cas des experts proposent, il y a les normaux pensants d'un côté et puis il y a les autres pensants. Enfin là, il y a les autres pensants, je trouve que c'est joli. J'ai même plus le nom qui est utilisé d'habitude, tellement pour moi, c'est trop clivant. Il n'y a pas des gens qui pensent normalement, il n'y a pas des gens qui pensent anormalement, c'est juste qu'on pense différemment. Et donc, je trouve du coup que cette image de autre pensant est très correcte. Et pour ne pas citer la personne qui l'a dit, je vais prendre le temps, quelques secondes, d'aller chercher le nom pendant que tu me poursuis et me poses peut-être les premières questions ou autres. Mais j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Donc je cite un maximum mes sources. Donc je vais prendre le temps de regarder à ça. Comme ça, vous saurez qui a cité ça, qui a cité ça. Là, ça donnera l'occasion à ceux qui nous regardent et nous écoutent d'aller chercher aussi à la source. C'est vrai que le terme de autre pensant, c'est la première fois que je l'entends et que je le trouve très pertinent. Tout à Et fait. c'est vrai que les hypersensibles, parce que j'en fais aussi partie, on a une manière de penser autrement. Alors, je ne dis pas qu'elle est mieux ou plus mal, mais c'est une manière de penser autrement, et notamment ce qu'on appelle le cerveau en étoile ou la pensée par arborescence. Tu diras si toi C'est aussi ça. tu dis Tout ça. à fait. C'est une pensée, on amène une autre, on amène une autre. Alors des fois, ça nous amène très loin du point de départ. C'est vrai que c'est pas une pensée linéaire. Alors des fois, ça nous éloigne un peu, mais des fois, ça nous amène dans des contrées qu'on n'aurait pas visitées autrement. Et c'est vrai que ça nous amène souvent un peu en décalage avec les autres. Mais autre pensée, c'est bien. Yes. Ça me parle. Ouais. Et ben justement, donc c'est Jean-Baptiste Rubens
Si vous voulez l'ajouter sur LinkedIn ou aller lire son article, en fait, il a écrit un article qui s'appelle 5 clés pour trouver sa voie quand on est haut potentiel. Et c'est dans cet article-là, notamment, qu'il parle de autres pensants. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Je te donnerai la source si tu veux. C'est un Oui, article on sur va le LinkedIn. mettre. Mais voilà, je te donnerai ça, comme ça tu pourras l'ajouter en source si tu le souhaites. Donc je ne connais pas encore cette personne, mais j'ai apprécié son article et j'attends impatiemment qu'elle réponde à mon invitation LinkedIn parce que j'ai lu ça hier. Donc voilà, comme quoi il n'y a pas d'hasard. Oui, il n'y a que des rencontres, en effet. Exactement. Jean-Baptiste Rubens. Bon, on va Rubens, oui, Rubin, ou je ne sais pas comment on dit. J'espère que j'écorche pas son nom. Rubens. Voilà, voilà une belle valeur à ajouter à l'interview. Merci, David. Avec Alors plaisir. justement, tu avais dit que tu as découvert ton hypersensibilité, mais en fait, tu as eu un déclic, une situation particulière ou... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours eu du mal on va dire, à me catégoriser. Et donc, c'est en lien aussi avec le multipotentiel, la multipotentialité, en fait. Je pense que de toute façon, quand on est multipotentiel, ben on a cette peut-être partie plus hypersensible, au potentiel pareil. Donc, j'ai lu notamment Mon cerveau est hyper de Cathy Eisenheim. Je l'ai juste là, c'est pour ça que je regarde là. Et il y a aussi Je pense trop je ne sais plus comment s'appelle cette madame, j'ai un trou de mémoire. Bref, j'ai lu beaucoup de choses en fait, et c'est ça qui m'a permis de pouvoir apprivoiser cette partie de moi, en tout cas cette manière de fonctionner. Et vraiment, ce qui a été le déclic, c'est j'ai rencontré vraiment par hasard une entrepreneur. On a passé une journée, donc en fait, on s'écrit le matin. Elle est disponible, on se rencontre le jour même. C'était un samedi, je m'en souviendrai comme c'était hier. On passe une journée à travailler sur nos propres projets, à échanger, etc. Et vraiment en mode coworking, quoi. Et puis, juste avant de s'en aller, elle me dit tiens, en fait, est-ce que tu as déjà passé un test pour tout ce qui est au potentiel et compagnie? Là, je dis non, jamais. Bah, écoute, tu devrais peut-être, qu'elle me dit, ou si en tout cas, si ça résonne chez toi, bah, fais-le. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est vraiment à partir de ce jour-là où je me suis dit, il y a quelque chose, en fait, j'ai commencé à creuser en fait la thématique, clairement. Pourtant, je suivais déjà des personnes, hein, notamment Fabien Mongeau, dont je t'ai parlé un peu en off, qui a développé hypersensible et heureux.com. Mais je ne me considérais pas comme hypersensible jusqu'à ce jour-là où ça a vraiment éveillé en moi. Je me dis, en fait, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose et que c'est peut-être pas moi qui ai un problème, c'est peut-être juste que je n'ai pas appris à me connaître comme il le fallait. Et c'est là que j'ai commencé, on va dire, à expérimenter personnellement sur ces aspects-là. Et voilà un peu quel a été le déclic qui m'a amené à aujourd'hui faire ce que je fais de la manière dont je le fais. Et on pourra en parler si tu le souhaites, avec notamment une approche que j'ai intitulée les génies du focus et qui est vraiment une approche pour aider les personnes enfin, les entrepreneurs qui ont 1000 idées à la minute à concrétiser 4 projets concrets par an. Parce que j'avais cette difficulté, moi, à l'époque, d'avoir trop d'idées, plein d'idées, et je commençais plein de choses, mais je finissais jamais rien. Et j'ai appris à apprivoiser et à mettre en place, bien malgré moi, une méthode que je transmets aujourd'hui à ceux qui le veulent. Voilà. Et ça fait partie de l'Académie Business Bonheur. Voilà. C'est vrai que les hypersensibles, on a plein d'idées. Alors, avoir des idées, c'est facile. Hein. Enfin, pour nous, c'est facile. Après, les transformer en projet, tu vois, c'est surtout que c'est comme ça, mais chaque idée nous semble plus séduisante que la précédente. Alors évidemment, on a du mal à faire le tri. Et, et ça ne veut pas dire forcément qu'on avance. Alors, cette hypersensibilité, pour toi, elle se manifeste comment? Donc, on a parlé tout à l'heure de pensée en arborescence. D'autres, je n'allais pas dire symptômes, c'est pas une maladie, mais d'autres indices, on va dire. Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, il y a déjà justement la sensibilité, notamment par rapport au regard des autres et au pouvoir que je donnais à une époque aux autres par justement cette sensibilité. Donc, tu vois, il y a cette notion, en fait, où quand tu as cette hypersensibilité, tu es beaucoup plus ouvert
ou en tout cas tes sens sont plus ouverts, on va dire que la moyenne, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, tu captes des choses que d'autres ne captent peut-être pas. Et forcément, notamment par rapport à... Je vais prendre un exemple concret. Je regarde très, très rarement les nouvelles. Je me suis déconnecté complètement ou un maximum des médias. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, quand je regarde une nouvelle à la télé, on va parler d'un truc et je vais voir en fait et être touché par tous les impacts que cette chose va avoir sur le monde. Typiquement, ben, voilà, malheureusement, la télé est allumée, on regarde très rarement la télé, mais là, le journal télévisé, mauvaise idée d'allumer la télé à ce moment-là. Et là, il y a une personne qui parle enfin, le journal télévisé parle de la, comment dire, de l'environnement et de cette notion de, comment dire, que la Terre sera en mauvais chemin, enfin que l'homme est occupé à détruire la Terre, etc. Et là, je me dis, mais en fait, j'ai vraiment ressenti à un moment donné euh, tout le poids du monde sur mes épaules parce que je me suis dit, mais en fait, toutes les actions que tu fais au quotidien détruisent la planète. J'ai conscience que c'est pas vrai et je fais très très attention à ce que je consomme, à la manière dont on consomme. On consomme un maximum en vrac, etc., etc. Mais malgré ça, tu vois, il y avait un peu cette culpabilité de me dire que en fait, ce que je fais aujourd'hui, les actions que je fais aujourd'hui, eh ben, elles impactent le monde et il faudrait complètement que je change. Alors que je sais que je ne suis pas la seule goutte dans l'océan, évidemment. Si moi je change, j'ai beau changer toutes mes habitudes et respecter la planète à 100%, ce n'est pas juste mes actions qui vont changer le monde. Mais il y avait quand même cette, tu vois, cette hypersensibilité qui m'a amené à ressentir vraiment une douleur, une tristesse de me dire, mais purée, en fait, l'humanité, c'est peine perdue et on ne sait plus rien y faire. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ça me joue des tours parce que c'est la même chose dans la vie professionnelle. Parfois, j'ai un client qui va venir ou un prospect et cette personne me raconte ses problèmes et du coup, il faut être attentif à ce que ces problèmes ne deviennent pas les nôtres. Et quand on est hypersensible, comme on est vraiment une antenne réceptrice, eh ben, c'est risqué de laisser les problèmes des autres devenir les nôtres ou nous impacter. Et typiquement, il y a un moment donné dans ma carrière où j'avais tellement mal, j'étais tellement triste pour les personnes qui n'avaient pas d'argent. On parlera d'argent, d'ailleurs, tu m'avais proposé d'en parler. Eh ben, que j'étais prêt à offrir mes services. Sauf que ben, je passais 90% de mon temps à offrir mes services et du coup, je ne pouvais pas vivre. Je n'avais pas de quoi payer mes factures. Donc, tu vois, cette hypersensibilité, elle est vraiment, en fait, elle peut être un atout si on apprend à la connaître et on apprend, entre guillemets, à en faire un allié. Mais si on n'en fait pas un allié, elle peut clairement, clairement détruire des vies. C'est vrai qu'il y a dans l'hypersensibilité, il y a une grande capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ressent. Alors, et des fois, donc on a nos émotions à porter, comme tout un chacun, et en plus, on peut être submergé par les émotions des autres. C'est ça, tout Et à c'est vrai fait. que ça peut être un peu lourd, tout ça. Alors justement, on disait qu'on peut en faire un atout, un allié. Alors, justement, comment tu as fait? Tu t'es dit, tiens, ça peut devenir un atout et non un fardeau, comme des fois on Mhm. pense, comme je l'ai pensé longtemps d'ailleurs. Yes. Alors, en fait, la première étape pour moi, c'est d'accepter. Hmm. D'accepter qu'on est hypersensible ou qu'on a un profil hypersensible, d'accepter qu'on a un profil atypique et de ne pas en avoir peur. Parce que, par exemple, tu vois, on parle de douance ou de surdoué ou de haut potentiel. Et pendant longtemps, je ne l'affichais pas, même si on m'en avait parlé et beaucoup de monde me disait, bah, écoute, tu as peut-être ce profil-là. Moi, je ne voulais pas le voir parce que j'en avais peur. Et j'avais surtout peur du jugement des autres et de ce qu'on pourrait penser de moi. Donc ça, c'est pour moi la première étape, c'est de l'accepter. Et deuxième étape, c'est d'apprendre à se connaître, mieux se connaître pour pouvoir justement mieux vivre, mieux entreprendre, mieux créer, etc., etc.
Donc ça, c'est vraiment pour moi les deux grandes steps, avec après, évidemment, troisième étape, passer à l'action, car sans action, pas de résultat. Et vraiment, cette notion d'acceptation, c'est déjà une grosse part de travail. Et pour accepter, il faut en prendre conscience. Et je pense que si toi qui écoutes ce podcast, tu es là aujourd'hui, ou cet épisode, ou cette interview, ben, c'est que tu potentiellement as pris conscience que tu étais concerné par la thématique. Donc là, il faut simplement se poser et te demander, OK, est-ce que j'accepte cette part de moi ou pas? Et puis après, ben, le reste viendra. Je peux rentrer dans les détails avec des exemples ou autres si tu veux, mais voilà en tout cas les trois étapes par lesquelles moi je suis passé, si je devais résumer ça comme ça. Ouais. C'est vrai que moi, il y a aussi des fois une étape importante, c'est hypersensible, on a l'impression qu'on est tout seul. Et il y a un moment, on se rend compte que non, il y a plein d'autres gens qui vivent la même chose. Et puis on se dit, mais en fait, ils ont l'air de vivre bien avec leur hypersensibilité, entrepreneurs à succès, mais aussi plein d'autres choses. Et souvent, donc en fait, à ce moment-là, je pose ça, je porte ça sur mon dos comme un gros sac à dos, comme un fardeau, mais en fait, je peux en faire quelque chose de positif et justement apporter une contribution régionale au monde. Alors, ça a l'air un peu pompeux Ouais, c'est ça. comme expression, mais voilà, il y a aussi cet aspect-là, c'est que on peut apporter des choses différentes. Et c'est vrai que Yes. l'acceptation de dire, c'est le premier pas, de dire c'est pas une maladie, c'est pas un fardeau, c'est peut-être une ressource, une richesse, et je peux en faire quelque chose pour moi et pour les autres. Bien sûr. Et c'est vrai que là, Bien ça sûr. devient un moteur en fait. C'est ça. En fait, on a un don. Euh, on a un talent qui nous a été donné et on est toutes et tous concernés, qu'on soit hypersensible ou pas d'ailleurs. Pour moi, chaque être humain a un rôle à jouer sur Terre, une trace à laisser sur Terre plus ou moins importante. Et c'est pas spécialement d'ailleurs en lien avec la réussite ou le succès. Enfin, on parlera de ces deux notions si tu veux, Ouais. parce que c'est quoi au final un entrepreneur à succès? Et là où je voulais en venir, c'est que cette, ce don qu'on a, la première chose à faire pour pouvoir l'utiliser et apporter sa contribution au monde, comme tu le dis très justement, c'est d'accepter. D'accepter cette part, entre guillemets, de super-héros qu'on a en nous, toutes et tous, et que l'on cache peut-être parce qu'il y a eu des couches de croyances ou de peurs qui ont été ajoutées au fil de notre éducation. Tu sais, quand on dit quand tu es jeune, on te dit tu vas valser par la fenêtre parce que ton nom c'est Vals Imaginant, ou qu'on te dit arrête de faire le pitre et de te montrer. Ben, il est évident que quand tu veux faire des vidéos par la suite pour partager ce que tu as envie de partager, ça peut être un frein. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit, je veux faire de la radio et je veux monter sur scène, je veux faire un one-man show. Je veux être comédien, quoi, en gros. Et on m'a toujours dit, c'est pas un métier. Oublie ça, c'est pas un métier. Aujourd'hui, je sais que je vais faire un one-man show inspirant. C'est prévu dans les 10 prochaines années. Et j'ai fait de la radio pendant 3 ans. Certes, sur une radio locale, j'animais une chronique tous les lundis matins qui s'appelle la chronique Moment d'inspiration. Mais je l'ai fait. Et à aucun moment, quand j'étais jeune, j'ai dit je veux gagner ma vie avec la radio. J'ai juste dit je veux faire de la radio. Donc tu vois, parfois tu as les adultes, et parfois c'est pas méchant, hein. Parfois les adultes te disent des choses parce qu'ils t'aiment, mais ils ont envie de te protéger, parce qu'ils ont leurs propres croyances, leurs propres peurs aussi. Cependant, ça rajoute des couches. Et quand tu es hypersensible, en plus de ça, ben, ces couches t'impactent encore beaucoup plus, très certainement. Moi, je suis hypersensible, donc je ne peux pas dire dans la normalité, même si j'aime pas ce mot, comment ça peut t'impacter, mais il est clair que je pense que c'est aussi pour ça qu'on se laisse beaucoup toucher quand on est jeune et quand on se construit. Quand on est hypersensible, on est beaucoup touché par l'extérieur. Et comme on n'apprend pas à l'école, par exemple, ou même les parents ne sont pas forcément outillés pour nous accompagner dans cette démarche de construction, eh ben, eux, ils vont dire une chose qui peut être pour eux est bateau et ne va pas avoir d'impact, alors qu'en fait, ça a énormément d'impact. Je ne suis même pas sûr que mes parents, enfin mon père n'est plus de ce monde malheureusement, mais je ne suis pas sûr que ma mère se souvienne
de ce moment où elle m'a dit, tu ne feras pas de la radio parce que ce n'est pas un métier. Pourtant, très certainement que si je m'en souviens encore aujourd'hui, c'est que ça m'a touché, quoi. C'est vrai que souvent Et je ne lui en veux pas. Moi, je suis serein par rapport à tout ce qui s'est passé par avant. Je n'ai aucune rancune sur ce qui s'est passé. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on est toutes et tous impactés par notre éducation et par les croyances et les peurs des autres, d'autant plus quand on est hypersensible. C'est vrai que souvent on nous dit, ah bah toi, tu es trop sensible. J'ai pas mal entendu ça dans ma jeunesse. Donc, ça veut dire que trop, donc, c'est un défaut. Donc, Ouais. des fois, on ne peut pas que je montre ma sensibilité, donc on se fait une carapace, on se met en retrait. Arrête de pleurer, t'es un homme, ça j'ai entendu. Voilà, oui, exactement. T'es une fille, machin. Mais c'est vrai que l'hypersensible a sûrement une bonne mémoire parce que comme on vit des fois des émotions très fortes sur une simple phrase, des fois, c'est vrai que des années après, comme tu disais, quelque chose qu'on nous a dit dans notre enfance ou notre adolescence, ça reste dans l'esprit et ça laisse des traces. Alors, tout à l'heure, tu parlais de réussite et succès. Et j'ai cru comprendre que tu faisais une distinction entre les deux. Oui, tout à fait. Alors, en fait, pour moi, la réussite, c'est quelque chose de personnel et le succès, c'est quelque chose que les autres perçoivent de toi. Je vais m'expliquer. Un exemple concret. Pour moi, c'est une réussite de faire cette interview avec toi. OK? Et ça m'appartient. Dans le sens où que tu sois d'accord ou pas, ou que les autres qui regardent cette interview ou pas soient d'accord, ça m'appartient. Pour moi, c'est une réussite et c'est tout. Par contre, à partir du moment où je veux, ou j'attends en tous les cas de l'extérieur que cette réussite soit perçue comme une réussite, il faut que j'en fasse un succès. Mais ça, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Et donc, ce qui est libérateur, surtout quand on a un profil hypersensible, c'est d'arrêter d'essayer d'avoir du succès et simplement de se dire, OK, quelles sont les réussites que moi je veux dans ma vie et comment est-ce que je peux faire pour les atteindre. Et une fois que je les ai atteints, c'est de célébrer ces réussites. Et on n'a pas besoin des autres pour ça. Tu as des personnes qui ont énormément de succès qui sont malheureuses. Oui. Tu prends des célébrités, elles ont du succès, c'est-à-dire de la reconnaissance des autres au final. C'est ça le succès pour moi. Mais elles sont malheureuses. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont réussi leur vie? Moi, je ne suis pas sûr. Donc, tu peux avoir du succès sans réussite et tu peux avoir des réussites sans succès. Et pour moi, les deux ne sont pas... Il n'y a pas besoin des deux. Maintenant, ça fait plaisir d'avoir du succès puisque c'est de la reconnaissance de l'extérieur et que la reconnaissance de l'extérieur est un des besoins humains. Donc, évidemment que c'est bien d'avoir du succès. Mais si tu fais que courir après le succès, il y a de fortes chances que tu sois malheureux. Et je ne dis pas ça en donneur de leçons. Encore une fois, je suis là dans le partage. Donc, je suis concerné par ça. Et ça m'arrive encore parfois de courir après un succès qu'au final, je n'ai pas réellement besoin. Parce que des fois, pour courir après le succès, on joue un rôle, on s'éloigne de nous et là, on n'est pas dans la réussite. Hein. On peut avoir du succès, être malheureux. Hein. Moi, je pense un peu à tous ce qu'on appelle le club des 27, là, les vedettes qui sont mortes à 27 ans. Il y a Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, voilà, Amy Winehouse, des gens qui avaient du succès. Donc, on peut dire tout va bien pour eux, et quand même, ils se droguaient, et voilà. Mike Brandt aussi, hein, je ne sais pas s'il avait 27 ans, mais voilà. Donc, en effet, la réussite et le succès, c'est. Tu as raison, j'ai beaucoup aimé ta distinction. Et voilà. C'est vrai que la réussite, c'est nos critères à nous, et le succès, c'est des critères plus collectifs. C'est ça. Et d'ailleurs, si tu laisses la quête de succès prendre le dessus, il y a de fortes chances que tu sois malheureux parce qu'en fait, tu vas accepter de faire des choses qui peut-être ne te correspondent pas. Oui. Tu vois, tu vas courir après un objectif succès qui, je ne sais pas, moi, peut-être de faire X, Y ou Z comme action, alors qu'en fait, tu détestes faire ces actions ou que ces actions ne correspondent pas à tes valeurs.
Donc oui, il faut vraiment, pour moi, s'écouter, se dire, OK, quelles sont les réussites que moi je veux dans ma vie? Je célèbre ces réussites. Et après, le succès sera une conséquence de ça, tout comme l'argent est une conséquence des actions que l'on met en place dans sa vie. Donc voilà, ça c'est, pour moi en tout cas, c'est ma définition, c'est la manière dans laquelle moi je trouve mon bonheur au quotidien. C'est d'arrêter d'essayer d'avoir absolument du succès dans tous les domaines. En plus, c'est impossible d'avoir, pas impossible. J'utilise rarement le mot impossible. Donc, mais je pense qu'il est peu probable d'avoir du succès dans tous les domaines de sa vie parce que quand tu fais des choses, ben, il faut faire des choix et du coup, ben, qui indique choix fait que tu as des priorités. Et qui dit priorité, ça veut dire qu'il y a d'autres aspects de ta vie qui ne sont pas prioritaires et donc qui sont moins, on va dire, développés, si on peut résumer ça comme ça. Après, la réussite, ça suppose de bien se connaître, de savoir ce qui est important pour nous. Et en fait, c'est pas toujours si simple de bien se connaître. Et être à l'écoute de soi et donc du bruit de fond de la vie et de la société et des messages qu'on nous envoie. Oui, la réussite, c'est pas forcément d'avoir une Rolex à 50 ans, comme l'avait dit un publicitaire célèbre, qui d'ailleurs Ouais. après a dit en effet, oui, j'ai dit ça, mais c'était une bêtise. Mais Euh, ça rejoint en fait, tout à l'heure, je partageais qu'il y avait trois étapes, hein. Donc, il y avait l'acceptation, il y avait le fait d'apprendre à se connaître, donc c'est exactement ce que tu viens de dire, et puis le passage à l'action. Et si je devais aller un peu plus loin dans ce processus, en fait, la première étape, c'est prendre conscience et accepter. Deuxième étape, c'est apprendre à se connaître et écouter ses émotions. Parce que, in fine, quand on a ce profil hypersensible, il est important de prendre en considération que les émotions sont exacerbées ou peuvent être exacerbées. Ce n'est pas forcément le cas, mais elles peuvent être exacerbées. Et les émotions, in fine, c'est ce qui nous permet de nous rendre compte si on est dans le juste ou pas. Et que cette émotion soit perçue comme négative ou positive, ça, c'est encore autre chose. Parce que pleurer, on peut pleurer de joie, tout comme on peut pleurer de tristesse. Donc, ce n'est pas spécialement négatif de pleurer. Parfois, c'est nécessaire. Le fait de pleurer, par exemple, ben, c'est quand on laisse sortir les émotions, par exemple par le rire, par les pleurs, etc., ben, c'est le corps qui s'exprime et qui fait sortir peut-être des choses qui ne doivent pas rester à l'intérieur. Et être à l'écoute de ces émotions, c'est aussi, imaginons, vous avez un client qui vous dit non au téléphone, ça vous frustre, euh, eh bien écoutez, écoutez pourquoi vous êtes frustré. Qu'est-ce que ça a touché chez vous? Ou un autre exemple, on parlait d'argent tout à l'heure. Si quand vous dites votre prix ou que vous n'osez pas dire par exemple un prix, imaginons vous avez votre prix, peu importe le montant, mais pour vous ça vous paraît trop. Eh bien, quand vous dites ce prix-là, faites l'exercice, dites le prix qui vous semble un peu fou et écoutez vos émotions à ce moment-là. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que ça vous ramène à un mauvais souvenir? Est-ce que ça vous ramène à une croyance? Par exemple, imaginons quand vous étiez jeune, eh bien, dans votre entourage, on disait souvent les vendeurs, c'est des arnaqueurs. Comment dire, faut pas ouvrir à ces personnes-là. Non, non, merci, je ne suis pas intéressé. Ça peut avoir créé une croyance chez vous. Un autre exemple, qui est plutôt une peur, c'est si vous avez connu ou votre famille par le passé a connu les dettes, eh bien, est-ce que ça vous ramène à se souvenir de la période où vous mangiez des pâtes tous les jours ou du riz tous les jours parce que vos parents ne savaient pas payer les factures? Et en fait, ces deux exemples ne sont pas anodins, c'est exactement ce que moi j'ai vécu. Donc, malheureusement, c'est ce que j'ai vécu, mais c'est en apprenant et en me rendant compte de ça, donc en prenant conscience et en acceptant ça, que j'ai pu agir dessus. J'ai écouté mes émotions, j'ai appris à me connaître, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis relax par rapport au prix que je demande, parce que j'ai aussi pris conscience que tout est une question de valeur que l'on apporte. Si je te dis, OK, donne-moi 2 000 euros, ou 4 000 euros, ou 10 000 euros,
mais que je t'explique pas la valeur que je vais t'apporter. Tu vas jamais me donner cet argent-là. Même 5 ou 10 euros. Je te dis, donne-moi 10 euros. Ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce que tu vas me donner d'abord? Dis-moi d'abord ce que tu vas me donner. C'est logique. Je pense que c'est dans la logique des choses comme ça. Donc, le prix n'est jamais un problème. Puisqu'on parle d'entrepreneur, le prix n'est jamais un problème. Le problème, c'est d'arriver à faire comprendre à celui à qui on va annoncer le prix, notamment le prospect ou le client, la valeur qu'on va lui apporter. Et si la valeur qu'il perçoit est plus élevée que le prix que vous demandez, ben ça se vendra, quoi qu'il arrive. C'est ça, en fait, la magie d'apprendre à se connaître aussi. Et c'est cool parce que tu vois, aujourd'hui, j'en parle, mais c'est clair qu'il y a encore 2, 3 ans, j'avais encore des problèmes par rapport à mes tarifs. Donc, tu vois que ça peut aller vite aussi. Et ça, je n'ai pas fait tout seul. Hein. Donc, j'ai pris des coachs, j'ai fait de la kinésiologie, de l'hypnose. Donc, je me suis fait suivre par plusieurs personnes. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire tout ça tout seul. Il faut évidemment, si on le souhaite, se faire accompagner. C'est vrai que les émotions sont des indicateurs, un peu comme les voyants sur un tableau de bord. Et moi, je dis souvent qu'il n'y a pas d'émotions en fait, positives ou négatives. Il y a des émotions plaisantes et déplaisantes, mais en fait, elles ont tout un message. Donc, vraiment, plaisant, c'est qu'on ça correspond à ce qu'on veut, on s'approche de ce qu'on veut, et déplaisant, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de quelque chose. Alors, la tristesse, ça peut être la perte de quelque chose. La colère, c'est parce qu'il y a une règle qui est importante pour nous, qui n'a pas été respectée. Voilà. Chaque, euh, chaque émotion a son message. Et en fait, bah, c'est aussi un beau cadeau que la vie nous fait en nous envoyant ces indications. Alors, tu as parlé de prix tout à l'heure, donc on va un peu aborder la relation à l'argent, leur hypersensibilité et relation à l'argent. Est-ce que tu fais une relation? Puis, parlez-nous un peu aussi de business bonheur, parce que mettre du bonheur dans le business et du business dans le bonheur, ça, c'est un beau programme. Yes, ok. Bah, écoute, par rapport à l'argent, en fait, c'est une thématique qui est très, très intéressante en termes de développement personnel, je trouve. Parce que aujourd'hui, je considère l'argent comme un outil. Mhm. C'est-à-dire que l'argent me permet de réaliser des choses que je ne pourrais pas faire sans argent. Parce que nous vivons, que l'on le souhaite ou pas, dans un monde où l'argent permet de faire des choix et de créer de la valeur. Donc, plus tu as d'argent, je ne dis pas qu'il en faut beaucoup, mais je dis, plus tu as d'argent, plus tu as des possibilités de faire des choses aujourd'hui. Il est bien entendu qu'on peut faire des choses sans argent. Je peux aller dans mon jardin, observer la nature, ça ne me coûte rien. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument de l'argent, je dis juste que l'argent est un outil qui permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'en a pas. Maintenant, il ne faut pas que l'argent soit un maître. Et ça, c'est la grosse problématique que moi j'ai eue par le passé. Premièrement, de par cette hypersensibilité, et deuxièmement, par mon vécu, notamment, comme je disais tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple que j'ai vécu. En fait, on vivait super bien jusqu'à mes 8 ans, à peu près. Donc, mes parents avaient une situation très aisée, jusqu'au jour où, malheureusement, il y a eu 3, 4 événements dans l'année qui ont fait que mes parents ont, entre guillemets, perdu cette stabilité financière qu'ils avaient et qui nous donnaient un certain train de vie. Et du coup, on est passé d'une situation où, donc il y avait, quand je dis une aisance, on vivait bien normalement, donc il n'y avait pas de loyer à payer parce que mes parents étaient concierges d'un bâtiment et donc il n'y avait pas de loyer. Donc tu vois, ça donnait des facilités. Ouais. Maintenant, quand je parle d'aisance, je trouve que c'était aisant à l'époque par rapport à ce qu'on a connu après. Maintenant, je ne viens pas d'une famille riche, par exemple, pour celles et ceux qui se posent la question de c'est quoi aisé, pardon. Euh, Ensuite, on a connu une période où malheureusement, mon père a perdu son emploi, ma mère a trimé au travail pendant quelques mois et puis a perdu aussi le sien. On a perdu 3 membres de notre famille la même année et on a dû déménager parce que la personne qui gérait le bâtiment est décédée et c'est son fils ou sa fille, je ne sais plus exactement, j'étais encore très jeune, qui a repris et qui ne voulait plus de conciergerie. Donc tu vois, on a perdu
en une année, mes deux parents ont perdu leur emploi. On a perdu des membres de la famille, ce qui a fait qu'on a dû payer des obsèques et compagnie. Ça coûte très cher, malheureusement. C'est pour ça que moi, j'ai pris une assurance vie parce que je ne veux pas faire vivre ça à mon entourage. Je veux que quand je parte, ils soient sereins financièrement par rapport à mon départ. Ça, c'est mon choix, c'est ma responsabilité. Et en plus, on a dû déménager, donc on a dû faire un prêt. Enfin, mes parents ont dû faire un prêt et payer un loyer qu'ils ne payaient plus depuis des années et des années. Donc, tu vois comme ça a pu chambouler tout. Et du coup, ça nous a endettés, clairement. Ça a endetté mes parents. Et moi, du coup, j'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse, voire même toute mon adolescence, dans l'endettement de mes parents. Voilà. Et pourquoi je racontais ça? Tout ça parce qu'en fait, c'est sur ça que je me suis construit. C'est sur ça que j'ai construit ma relation à l'argent. Et donc, pour moi, en fait, l'argent, il fallait courir après, il fallait en avoir pour bien vivre, il fallait... alors qu'en fait, si je me rappelle, si je me remémore, j'ai d'énormes souvenirs plaisants avec mes parents alors qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureuses, et il y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureuses, et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont extrêmement heureuses. Donc, on voit bien que le lien n'est pas spécialement... il n'y a pas une cause à effet entre beaucoup d'argent et bonheur. Je me perds un peu dans mes idées. Tout ça pour dire que... C'est très intéressant. Merci du partage, David. Avec plaisir. Et donc, tout ça pour dire, oui, que l'argent, tant qu'il est maître, eh bien, pour moi, en tout cas, tant qu'il était maître, j'étais malheureux. Et c'est quand j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, donc on en revient aux 3 étapes que j'ai partagées tout à l'heure, on commence à écouter ses émotions et à apprendre à mieux se connaître. Quand j'ai appris à mieux me connaître, je me suis rendu compte qu'en fait, un exemple typique, je remets un devis à un client, le client me répond, mais j'ouvre pas le mail pendant 2 semaines parce que j'ai peur de la réponse qu'il m'a donnée. Alors que c'était oui. Quand j'ai ouvert le mail 2 semaines après, qui m'a dit oui, je signe le contrat, j'ai vraiment senti une émotion de soulagement et en même temps d'un peu de bêtise parce que je me dis mais pourquoi j'ai mis 2 semaines à ouvrir ce mail? Oui, quel imbécile en fait. Mais c'est fou. Et c'est vraiment là que je me suis dit, c'est un des grands déclics que j'ai vécu par rapport à la relation à l'argent, c'est de me dire mais in fine, de toute façon, que tu ouvres le mail ou pas, la réponse dedans, elle ne change pas. Donc, tu as beau laisser le mail pendant 3 semaines, 1 mois fermé. Si la réponse est non, c'est non. Si la réponse est oui, c'est oui. Donc, ça m'a amené en fait à prendre conscience qu'une des premières choses qu'on doit travailler par rapport à la relation à l'argent, c'est le déni et le fait de ne pas oser être confronté à la réalité. Donc aujourd'hui, j'utilise le système des 5 jars de Thierry Harvecker, ou en tout cas que Thierry Harvecker propose. Si ça vous intéresse, il a écrit plusieurs bouquins. Oui, notamment il y a eu quelques livres de référence très voilà, intéressants. c'est ça. Mais ça, vraiment, ce système-là, c'est 5 jars dans lesquels on répartit en fait ses revenus. Et donc, pour rapidement expliquer comment ça fonctionne, il y a une jarre dans laquelle on va laisser plus ou moins 60 à 70% pour payer les factures. Il y a une jarre dans laquelle on va mettre un pourcentage et là, on choisit en fonction de cette possibilité. Une jarre dans laquelle on va mettre de l'argent pour se former. Une jarre dans laquelle on va mettre de l'argent, idéalement 10% pour des investissements à long terme. Une autre jarre, idéalement 10% aussi, dans laquelle on va mettre de côté pour les coups durs. Donc ce compte-là, on peut aller le chercher pour en cas où il y a des coups durs. Il y a une jarre aussi pour se faire plaisir. Il ne faut pas oublier ça. Et cette jarre-là, il faut idéalement mettre aussi 10% et on doit le dépenser tous les mois. Donc c'est indispensable. Cette jarre-là, elle ne peut pas rester remplie, on ne peut pas économiser. C'est pour se faire plaisir. Et je me souviendrai toujours, il y a une autre jarre, c'est 6 jarres du coup, si je compte bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai 5 jarres en tête, mais 6 jarres. La 6e jarre, c'est donner au monde. Donc c'est donner à une œuvre caritative ou autre. Et là, au début, moi, j'ai mis 1% parce que je n'avais pas les moyens de mettre plus et puis j'ai pu augmenter. Tout ça pour dire que la fois où ça a été libérateur pour moi, c'est quand j'ai pu, avec la carte, donc j'ai un compte bancaire par jarre,
sauf celui pour le don au monde. Là, je donne de manière à la main à des sans-abri, etc. Mais ce compte bancaire-là, j'ai pris la carte, j'ai offert le resto à ma mère et à ma sœur, sans compter. Mais j'avais envie de dire bordel, oui, je vais dire bordel, j'avais Vas-y. envie de dire autre chose, mais voilà. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est libérateur de se dire je peux dépenser sans compter? Et l'objectif n'est pas de dépenser à des choses futiles. C'est juste d'être relax et d'être serein et de se dire qu'en fait, je me fais plaisir sans compter. Ouais. Ça, c'est vraiment le pied. Et je pense que c'est ce, en tous les cas, c'est ce que permet l'argent. C'est de pouvoir faire des choix. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire des choix sans compter, à se dire, OK, j'ai envie d'un plat, mais écoute, 20 euros, je ne peux pas me le permettre, du coup, je me frustre. Non, avec cette jarre-là, vous avez jarre plaisir, vous ne comptez pas, vous prenez le plat que vous voulez au resto et vous méritez ça. Parce qu'en fait, on travaille et donc on mérite à un moment donné d'être récompensé. Donc ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres. J'ai plein d'histoires par rapport à l'argent. Mais vraiment ça. Et du coup, vraiment important, c'est d'être confronté, d'accepter sa situation et de se confronter à son compte bancaire. Et donc, moi, personnellement, les jarres, je les remplis à la main. Je n'ai pas mis un système automatique de versement de X%. Je le fais à la main encore aujourd'hui parce que je veux savoir, je veux vraiment avoir conscience et le faire de manière consciente, de me dire, OK, j'ai autant qui rentre, je mets 10% de côté pour des investissements à long terme. Je mets 10% de côté pour me faire plaisir. Je mets 10% de côté pour me former. Et ça, je le fais à la main aujourd'hui encore. Parce que sinon, je pense que ça perd de l'essence même de l'exercice et vraiment pas avoir peur d'ouvrir son compte bancaire, même si on est dans les dettes. Parce que ça ne sert à rien de mettre de ne pas vouloir voir quelque chose qui est de toute façon là. Et donc, la seule manière de se sortir des dettes, et c'est comme ça que j'ai fait, c'est de se confronter à la situation, d'écouter ses émotions, encore une fois, de s'améliorer, de se dire, OK, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai peur quand j'ai pas d'argent sur mon compte, pourquoi ceci, pourquoi cela, et de passer à l'action, encore une fois. De mettre en place des choses. Au début, encore une fois, je mettais pas spécialement 10% pour le plaisir, je mettais 1%, 2%, et puis j'ai augmenté au fur et à mesure du temps. C'est comme ça qu'on fait, et ça a mis 4 ans de mémoire, à peu près, pour me sortir des dettes et rembourser tout ce que j'avais à rembourser. Parce qu'en plus, quand j'étais jeune, vu que j'avais une mauvaise relation à l'argent, j'ai eu la bonne idée de prendre une carte de crédit et de faire des dépenses parce que, et puis je clôture là le sujet, en tout cas je clôture mon intervention. Euh, En fait, je noyais ma tristesse dans l'achat compulsif qui m'apportait du plaisir immédiat. Donc j'achetais des consoles de jeux, j'achetais des DVD, j'achetais des choses qui m'apportaient du plaisir immédiat parce que j'étais mal dans ma peau. Et donc voilà, forcément, ça m'a endetté. Euh, c'est la vie. J'ai appris des choses et j'espère que ce sera utile aux personnes. Et du coup, j'arrête de parler parce que c'est la passion qui parle là. Donc, Non, non, c'est super. Non, mais c'est vrai, quand on parle de consoler, il y a quelqu'un qui a employé le terme, alors je ne sais plus qui c'était, et il a de société de consolation. ah, c'est vrai. De consolation, c'est-à-dire qu'on consomme pour se consoler un peu de vie intérieure, de choses qui ne vont pas bien. Tout à fait. Et bah, en fait, quand on fait ça, on ne règle pas ces problèmes, on ne regarde pas la situation. Sur la Non, c'est situation sûr. d'aujourd'hui, bah, c'est juste un point de départ, hein, c'est pas une fatalité. Et, voilà. Et si on veut aller quelque part, il faut savoir d'où on part. C'est sûr. Et avec lucidité et sans comment dire, culpabilité, il faut regarder où on est. Et c'est vrai Mhm. que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu dis, c'est que pour devenir maître de son argent, il faut aussi à un moment s'organiser. Alors, ça demande peut-être un peu de discipline, mais je pense que cette discipline, elle n'est pas si difficile que ça à mettre en place. Une question d'habitude, et puis c'est vraiment reprendre le pouvoir sur l'argent, parce que soit on a le pouvoir dessus, soit c'est l'argent qui a le pouvoir sur nous, et là on est plutôt dans la réussite que dans le succès, et dans la consolation, que dans la consommation consciente, et puis qui nous fait vraiment plaisir, hein, comme offrir un Ouais, bien resto sûr. à sa famille,
Écoute, merci pour ce partage de relation à l'argent. Et puis, Bah, on avec va dire, plaisir, écoute. Et c'est pas forcément facile, c'est sûr. Cependant, c'est vraiment libérateur. Et encore une fois, voilà, moi, ça a pris plusieurs années et je vous souhaite que ça prenne moins de temps. D'ailleurs, si à un moment donné, vous voulez m'envoyer un petit message sur LinkedIn, ben, on en discute avec grand plaisir. Le tout, c'est vraiment de... En fait, les trois étapes qu'on partageait au début sont valables aussi dans ce domaine-là. oui, C'est accepter qu'on est endetté, par exemple, ou qu'on a une relation à l'argent pas forcément saine, puis s'écouter, apprendre à se connaître, pourquoi on réagit de telle ou telle manière, et puis passer à l'action. Pourquoi pas que les jarres de Thierry Harvecker ou tout autre système. Il y a le Kakebo, par exemple, qui est une manière de gérer ses finances et qui vient du Japon. J'en ai essayé plusieurs. Moi, c'est les jarres qui me conviennent. Après, voilà. Et n'hésitez pas à vous faire entourer, à vous faire accompagner aussi. Il y a des organismes qui peuvent aider à sortir de l'endettement. Si vous avez les moyens, vous pouvez demander à quelqu'un de vous former ou même sur Internet aujourd'hui, Google ou n'importe quel autre moteur de recherche peut vous aider aussi à trouver des personnes qui ont fait peut-être des vidéos sur le sujet ou autres et qui peuvent vous amener à avoir des déclics et vous partager des outils. Vous oui, tapez les jarres de Thierry Harvecker sur Internet, vous allez tomber sur son site et avoir des infos oui, là-dessus. oui, bon, c'est un Américain, il y a des choses à traduire et à adapter, Ben mais, ouais, mais c'est intéressant je, ouais, d'avoir cette relation. Et puis, je- je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce que c'est vrai que j'ai aussi voilà, ma manière de l'avoir, je l'ai un peu adapté à ma situation professionnelle voilà. et personnelle. Donc voilà, si ça peut être utile, pourquoi pas. Ouais, ça peut être une vidéo sympa à faire, Voilà. effectivement. En tout cas, Ça sera un peu de l'entrepreneuriat, mais c'est en lien avec le bonheur. Donc oui, c'est très, très intéressant. non, mais je pense Je que ne vais pas lancer de formation sur l'endettement, ou peut-être que si, je ne sais pas. non, mais c'est vrai que je pense que quand on n'y arrive pas tout seul, c'est bien aussi de se faire accompagner et d'avoir un regard extérieur. Donc, voilà, Tout à fait. c'est aussi dans cette démarche-là. Et la relation à l'argent, il dit beaucoup de choses de nous, il y a beaucoup de choses derrière. Et puis, c'est aussi libérateur de maîtriser son argent, de devenir le maître et non pas l'esclave. Et puis aussi de donner du sens à l'argent que je gagne. Hein. Voilà, ça va servir à ça, ça, ça. J'ai tel projet, j'ai telle vision, tel objectif de vie. Voilà, l'argent, c'est pas seulement des chiffres sur un compte, hein. Même s'ils sont en hausse, c'est un outil, c'est ce que ça permet de faire, c'est le sens qu'on lui donne et pour soi et aussi pour les autres, pour contribuer à ses proches, et puis Ça, aussi au SDF ou aux associations caritatives. tout à Alors, fait. est-ce que tu aurais des recommandations, je sais pas, de Carveker, mais pas forcément aussi sur l'hypersensibilité, de livres, de vidéos, de podcasts? Oui, oui, bien sûr. Tu nous as déjà dit un Euh, peu tout à l'heure. oui, tout à fait. Mais je citerai sincèrement mon ami Fabien Mongeau de Hypersensible et Heureux parce que, en tout cas, il y a de la valeur qui existe sur YouTube et autres. Et puis, si vous appréciez la personne que Fabien est, ben, vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Mais il y a ça, il y a vraiment, ben, comme je te dis, attends, je vais le prendre. Alors, bien ici. Ah, voilà. C'est pas très loin. Il y a, il y a Je pense trop. Là, je pense trop. J'adore le titre. Ouais, donc je pense trop oh là là, je l'ai contacté en plus il n'y a pas longtemps. Je pense trop, c'est tout à fait hypersensible. Christelle Petit-Colin. Et elle en a écrit pas mal sur le sujet. Donc il y a Je pense trop, il y a Je pense mieux, Mon enfant pense trop. Donc si vous êtes parent et que vous Ouais. pensez que votre enfant est hypersensible, ben, pourquoi pas. Pourquoi trop penser rend manipulable. Voilà, ça c'est Oui. ceux de Ah, Christelle Petit-Colin. Sinon, un que j'ai adoré, vraiment, c'est celui-là. Mon cerveau est hyper. Elle vient de sortir un autre sur le burn-out qui est sorti il y a très peu de temps. Mais vraiment, celui-là, il est vraiment, vraiment cool. donc, Je l'ai préféré, j'avoue, à Je pense trop, peut-être parce que je l'ai lu à un autre moment de ma vie aussi, hein. J'ai commencé par Je pense trop, donc je découvrais à peine, alors qu'avec celui-ci, j'étais
j'avais déjà découvert et apprivoisé certaines choses. Donc peut-être que c'est simplement pour ça. Et comme tu peux le voir, voilà, je Ah prends oui, beaucoup. il est bien travaillé là. Mais celui-là, donc de Cathy Asseynam, et vraiment, il est vraiment bien construit. En fait, il est en plus bien parce qu'à la fin, elle te propose des actions concrètes et des outils Le concrets qui passage à peuvent l'action. être, voilà, notamment la cohérence cardiaque, que je vous laisserai découvrir ou en allant sur votre moteur de recherche préféré ou en lisant le livre de Cathy. Mais vraiment, ce livre est vraiment, vraiment très, très cool et très, très bien construit avec des illustrations, etc. Il y a celui-ci aussi qui est vraiment cool. Attends, je l'ai mis où? C'est vrai que la cohérence cardiaque, c'est un bel outil, c'est simple à Ouais, mettre en place et sur Internet, on peut trouver des applications très simples qui nous donnent le rythme de respiration, le temps qu'il faut. Enfin, bon, c'est vraiment ouais. un bel outil. Bon, faut penser. La respiration, c'est une des seules fonctions vitales qu'on peut comment dire, maîtriser de manière simple. C'est pas la même chose sur les battements du cœur. Donc, la respiration, Tout à fait. notre vie, c'est entre deux respirations, hein. Le premier souffle et le dernier soupir. Donc, Ouais, c'est vrai, très important, la respiration. c'est joli. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça peut se faire n'importe où aussi. On a le contrôle là-dessus, Ouais. c'est très simple. Il y a aussi celui-ci que j'ai beaucoup aimé et à la fois détesté, et je vais expliquer pourquoi. Ah, C'est celui-ci. c'est Donc, l'histoire d'un zèbre. c'est l'histoire d'un Z de William Régeau. En fait, j'ai adoré ce livre parce que il m'a appris plein de choses sur moi. Cependant, il y a des moments où dans le livre, j'avais envie de baffer l'auteur parce qu'en fait, il a pas eu peur de rester lui-même. Et du coup, tu vois, il y a des personnes, tu les aimes et d'autres que tu les aimes pas. Et donc, il y a des parts de sa personnalité ou de la manière dont il a écrit. Tu vois, à un moment donné, il se répète 3, 4, 5 fois. Alors que moi, je suis sûr que je me répète 4, 5 fois aussi. Mais je me suis dit, oui, en fait, je sais où tu vas en venir, donc vas-y. Et non, il prend une, deux pages pour t'amener en fait à un truc où tu sais très bien où il veut t'amener. Enfin, en tout cas, où moi, je savais très bien où il voulait m'emmener. Et du coup, ça m'énervait. Et par contre, il y a d'autres trucs, d'autres moments du livre où là, je me dis, mais en fait, c'est complètement moi. Par exemple, là, tous les signets qu'il y a, je ne sais pas si ça se voit en fait, mais Ça se voit, oui, on tous en les, voit oui, il y a plein de ouais, couleurs. tous les signets, c'est des moments dans le livre où je me suis reconnu et où j'ai dit, mais en fait, c'est complètement moi. Et c'est ça le paradoxe de ce livre, c'est qu'il y a des moments où je me dis, c'est complètement moi, et il y en a d'autres où je me suis dit, mais c'est pas du tout moi. Et c'est ce qu'il partage et c'est ce que je me suis rendu compte, ce dont j'ai pris conscience dans ce livre, c'est qu'au final, il n'y a pas deux hypersensibles les mêmes, tout comme il n'y a pas deux, de toute façon, êtres humains les mêmes, et qu'on a toutes et tous des particularités. Et il faut apprendre à se connaître pour mieux vivre, il faut apprendre à se connaître pour mieux entreprendre. Et vraiment, enfin, voilà, il y a des passages dans le bouquin qui ont été des claques pour moi parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis plus seul, tu vois. Je ne suis pas seul, c'est cool. Ouais, je me souviens, il y a un passage où à un moment donné, il parle justement du prix qu'il demandait et tout ça. Et il disait, mais ouais, mais c'est facile pour moi de le faire. Alors du coup, je culpabilise, du coup, ça vaut pas cet argent-là, alors qu'en fait, ça apporte énormément de valeur aux gens. Tu vois, Ouais, il y a des choses super dans ce livre que moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Après, encore une fois, c'est pas parce que j'ai bien aimé que ça va vous être utile. Par contre, celui-là, il est vraiment plus par rapport à l'histoire de l'auteur, tandis que Je pense trop et Mon cerveau est hyper, c'est plus des professionnels qui accompagnent des hypersensibles et des hauts potentiels. C'est la séquence apostrophe de la vidéo, c'est très bien. Ouais, Bah la écoute, grande tu librairie. me proposes, je Ouais, te mais c'est partage. super, merci. Bah, écoute. Et alors, et toi, David, on peut te retrouver où? Tu as un site internet? Oui, ouais, tout à fait. Bah écoute, businessbonheur.com, ça c'est vraiment l'endroit, en tout cas, c'est le site de l'Académie Business Bonheur. Et donc, si vous vous êtes intéressé, il y a le livre Mets du bonheur dans ton business. Je vais le montrer tant qu'on y est.
J'ai toujours des exemplaires à côté de moi de tous les livres que j'adore parce que je sais que quand on me le demande, j'aime bien les montrer. Et notamment ceux que je t'ai montrés là. Mais ça, du coup, c'est le mien. Mettre du bonheur dans ton business, c'est une méthode en 3 étapes pour vraiment créer un business épanouissant. Et je l'ai vraiment, parce que, encore une fois, sans passage à l'action, pas de résultat. Donc, c'est vraiment une méthode. Donc, tu dois Voilà, remplir le livre. c'est C'est pas super. je prends le livre et je lis et je ne fais rien. Non, c'est Voilà, je prends une partie, j'avance dans le livre, je remplis, je me questionne, voilà. j'apprends à mieux me connaître, j'apprends à mieux entreprendre. Et voilà, donc ça c'est vraiment, si ça vous intéresse, ben, je serais ravi en tout cas de vous savoir lecteur ou lectrice. Et sinon sur LinkedIn. Là, je suis fort actif, donc sentez-vous libre de m'ajouter, de me dire, tiens, je t'ai rencontré lors de l'interview avec Bruno, n'hésite pas à m'ajouter, etc. Voilà, bon, je ferai avec On plaisir. en, on en Et, bon, discute. et vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn, sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Bah, écoute, David, merci beaucoup pour tous ces partages, pour toute cette valeur que tu as, comment dire, que tu nous as donnée, apportée avec beaucoup de Bah, générosité. Tu as beaucoup parlé de toi. Et vraiment, je suis très sensible à ça. Alors, on revient sur la sensibilité. yes. Donc voilà, merci beaucoup, David. Et puis, à Mais bientôt. avec grand plaisir. Je souhaitais encore une fois te remercier parce que ça me permet aussi de me dévoiler, chose que je ne fais pas forcément, parce que c'est, comme je te disais en off, c'est la première fois qu'on m'interroge sur cette partie de moi ou cette manière d'être. Et donc, c'est aussi libérateur pour moi de pouvoir partager un peu cela. J'ai pas vu le temps passer, sincèrement, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on enregistre, peu importe. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes, 20 minutes qu'on a commencé, alors que C'est un c'est peu certainement plus. plus. Voilà, très certainement. Mais cependant, j'ai adoré. Et alors, peut-être une dernière chose, parce que, encore une fois, je tanne mes clients avec ça. Je me tanne moi-même. C'est sans action, pas de résultat. Donc, je propose aux personnes, à toi qui regardes cette interview, choisis une action, une chose, un déclic, une info de cette interview qui t'a plu et passe à l'action directement. À la rigueur, mets-nous en commentaire ce qui t'a vraiment marqué Voilà. et ça nous permettra de grandir ensemble. Et encore une fois, merci Bruno pour l'opportunité de co-création de valeur. Merci. Merci, David. En effet, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne. Sur la chaîne, vous allez retrouver d'autres interviews d'entrepreneurs hypersensibles. Vous pouvez aussi poser des questions. Enfin, bon, là, on est aussi vraiment dans l'interactivité la plus complète. C'est aussi ça le monde moderne. Et puis voilà, puis réagir à toute la valeur qu'on vous a été donnée pendant ces quelques, quelques minutes. En tout cas, merci David. Et à bientôt pour d'autres aventures. Puis à bientôt aussi les auditeurs pour d'autres interviews, d'autres valeurs apportées. Merci. À très vite. Ciao. À très vite.